Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal à la une de ce lundi 5 juin 2023. Que de rebondissements pour le FC Annecy, les joueurs sont suspendus à la décision des instances du football suite à la suspension du match entre Bordeaux et Rodez. Les footballeurs annéciens risquent la relégation, nous faisons le point dans quelques secondes. De la Maurienne à la Croisette à Cannes, il n'y a qu'un pas. Un petit village savoyard a servi de décor à l'anatomie d'une chute. Le film de la réalisatrice Justine Triet a décroché la Palme d'Or. Reportage en fin de journal. Comme annoncé, nous débutons ce JT avec du football. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria. Tu es sur le plateau pour nous expliquer clairement la situation du FC Annecy en ce lundi 5 juin 2023. Et on commence par un rappel des faits ô combien nécessaire. Oui, nécessaire. Je vais essayer en tout cas d'être le plus clair possible. Alors, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ce vendredi soir. Je rappelle que pour la 38e journée, tous les matchs ont lieu à la même heure pour un souci d'équité. Donc vendredi dernier, le FC Annecy était donc à Paris, au stade Charletti, pour affronter le Paris FC. Et malheureusement, ça s'est plutôt mal passé puisque les hommes de l'Orgueillot se sont inclinés 1-0 malgré plusieurs belles occasions. Que s'est-il passé dans le même temps pour les concurrents directs du FC Annecy ? Alors, 6 équipes étaient concernées par cette course au maintien avant de débuter cette ultime journée. Et le problème, c'est que rien n'est allé dans le sens du FCA, avec un scénario contraire et cauchemar à Amiens notamment, où Laval s'est imposé à la 94e minute. Que s'est-il... pardon, mais c'est à Bordeaux en tout cas que tout a basculé dans l'irrationnel. Oui, on peut même dire que la situation est devenue lunaire. On jouait la 22e minute ce vendredi soir quand Rodez a ouvert le score par Lucas Buades. Le buteur ruténois va alors fêter son but devant le COP girondin. C'est alors qu'un supporter bordelais, qui n'est autre qu'un restaurateur annécien bien connu ici, va surgir de nulle part pour pousser le joueur de Rodez qui va s'écrouler sur le terrain en compagnie d'un autre coéquipier. Et après de très longues minutes d'attente, l'arbitre et les délégués vont alors décider d'arrêter définitivement la rencontre. Un arrêt de match qui pourrait avoir des conséquences pour Annecy. Des conséquences même très très lourdes pour le club annécien, puisque la commission de discipline de la Ligue du football professionnel s'est réunie ce lundi à la mi-journée en urgence pour traiter cette affaire. Mais comme on pouvait s'y attendre, elle a préféré mettre le dossier en instruction au regard, je cite, de la gravité des faits. La décision sera donc rendue lundi prochain, le 12 juin prochain. Quels sont les différents scénarios possibles ? Alors, on va être clair, soit la Ligue fait rejouer le match Bordeaux-Rodez, certainement à huis clos vu ce qui s'est passé, et le FC Annecy peut encore espérer se maintenir en Ligue 2 en cas de victoire bordelaise, Bordeaux qui peut aussi monter en Ligue 1 en cas de large victoire, soit la Ligue donne match gagné sur tapis vert à Rodez, une décision qui enverrait Annecy en national puisque Rodez dépasserait le FCA au classement avec 3 points supplémentaires. Cette hypothèse n'étant évidemment pas envisageable pour le FC Annecy, je vous propose d'écouter son président à ce sujet, Sébastien Faraglia, que nous avons rencontré ce dimanche. Pour le coup, nous, on a terminé notre saison. Certains non. Et on attend patiemment que cette saison se termine, que la commission se positionne et que ce match soit reprenne, soit rejoué. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas rester comme ça. Si Rodez doit se sauver, on leur dira bravo, mais il va falloir qu'ils fassent la même performance que nous contre les Bordelais. Ils ne peuvent pas prendre 3 points comme ça après 22 minutes de jeu et on arrête le championnat de la sorte. C'est pas possible. En tout cas, on restera pas inactif par rapport à ça. Donc pour l'instant, Annecy est 16e et redémarrera en Ligue 2 l'année prochaine. Et à Rodez de finir son championnat. Le bon sens et l'équité doivent primer et ce match doit se refaire. Point. Après, si effectivement on devait arriver à un scénario catastrophe et lunaire où Rodez gagne ce match sur tapis vert, eh bien, on est prêt, nous. On est prêt à faire les recours nécessaires pour défendre nos droits. Merci beaucoup Sébastien pour ce point complet à suivre donc. Bien entendu, on en reparlera d'ici lundi prochain et lundi prochain. Un dernier mot avant de vous quitter, j'ajoute qu'en football américain, la finale de la Coupe d'Europe opposera 2 clubs français auteurs d'exploits ce week-end, puisque le Flash de la Courneuve retrouvera les Black Panthers de Thonon-les-Bains, vainqueurs en Allemagne ce samedi. La date et le lieu n'ont pas encore été communiqués. Là aussi, nous suivrons tout cela. Merci beaucoup Merci Sébastien. bien. Dans l'actualité également, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures concernant le Lyon-Turin n'en finit pas de susciter des réactions. Syndicats, représentants politiques et associations organisent ce lundi une réunion publique à Chambéry.
Ce rapport affirmerait qu'il est possible de rajouter une centaine de trains de fret par jour sur la voie existante au moyen de travaux. Il préconise donc de repousser la construction de nouvelles voies d'accès au tunnel ferroviaire qui doit être mis en service en 2030. Une décision qui se ferait au détriment des riverains et des usagers des TER d'après la CGT Transport Alpes. Je vous propose d'écouter son responsable Antoine Fatiga, joint dans la journée. Pour relier ce très gros tunnel qui va être fait, il faut donc amener des trains. Je rappelle que les trains ne volent pas, il faut des rails, et que le rapport donc, du Conseil d'orientation des infrastructures indique qu'avant 2045, aucune décision ne sera prise, et donc les trains de fret qui vont alimenter ce nouveau tunnel passeront par la ligne existante Dijon-Modane. Et sur cette ligne existante, donc, il y aura 15,6 millions de tonnes de marchandises qui seront transportées. Je rappelle que d'abord, la SNCF n'est jamais arrivée, même quand c'était la SNCF groupée, une seule entreprise publique, il y avait quasiment 5 fois plus de cheminots. On n'est jamais arrivé à faire passer au-delà de 10 millions de tonnes, donc c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que si ça se met en place, c'est ça l'alerte que nous faisons auprès des riverains de cette ligne, si cela se met en place, on va doubler le nombre de trains, donc on va doubler les nuisances, et en même temps, il ne pourra pas y avoir circulation des trains du quotidien, qui sont les trains express régionaux, puisque le fret va manger tous les sillons. On comprend bien que sur une ligne ferroviaire, une capacité est quand même limitée à la fois aux circulations et aussi aux traversées de gare. L'affaire a fait grand bruit dans le milieu. Le guide de haute montagne Christophe Profit est condamné à payer 600 € d'amende pour vol. En juin et juillet 2022, l'alpiniste avait retiré des pieux d'amarrage sur la voie normale du Mont Blanc. Le dispositif avait été installé par les guides de Saint-Gervais sur demande de la commune pour, d'après elle, sécuriser une voie. Christophe Profit avait expliqué avoir retiré ces pieux pour, je cite, « éviter que des alpinistes amateurs sans expérience puissent prendre des risques inutiles alors qu'il y avait un itinéraire alternatif possible ». Selon son avocat, le guide de Chamonix va très certainement faire appel de cette décision du tribunal correctionnel de Bonneville. Il est un des acteurs majeurs du film de Justine Triet. Le petit village de Villarambert en Maurienne a servi de décor pour une grande partie de ce long métrage de la réalisatrice française. Long métrage qui a décroché la Palme d'Or à Cannes. La récompense fait la fierté des habitants de la petite commune savoyarde. Agathe Crinchamp les a rencontrés. Au cœur de la Maurienne, c'est un plateau de cinéma naturel qui a brillé sur la Croisette. Des prairies fleuries où la neige a disparu, des chalets authentiques, non loin de là, les majestueuses aiguilles d'Arve. Des paysages que le petit village de Villarambert a prêté au film Anatomie d'une chute à la fin de l'hiver 2022. Le long métrage de Justine Triet vient de remporter la récompense ultime à Cannes, et cette palme d'or, c'est aussi un peu celle de Villarambert. C'est vraiment une véritable fierté pour nous. On pouvait espérer, quand on a vu que le film était à Cannes, on s'est dit, bah oui, on peut toujours espérer. Et quand on a vu les résultats, la Palme d'Or, c'était pour nous extraordinaire. Dimanche matin à 7h, moi j'avais un gars qui m'appelait, un habitant du village, et qui m'a dit, on a gagné. Voilà, donc c'était vraiment très bien. L'intrigue se déroule notamment dans ce chalet isolé du village savoyard. Construit début 1900, la bâtisse est imposante. Le bois provient en partie d'un ancien hameau qui a brûlé en amont du village. Cette habitante y a passé son enfance. Elle va désormais le retrouver sur les écrans. Moi, j'ai été élevée là-haut avec mes parents. J'ai grandi là-haut. Il y avait encore mon grand-père, ma grand-mère. On est allé voir, oui, c'était impressionnant. Et ça fait quoi bien de voir un peu son chalet d'enfance servir de décor? Ça fait chaud au cœur, c'est sûr. L'équipe de tournage avait posé ses quartiers ici, au centre du village. Situé au pied de la station du Corbier, Villarambert, 250 habitants, se prend désormais à rêver d'autres affiches. On peut espérer aussi que d'autres films pourront être tournés sur place. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un village typique montagne, et puis on a une station moderne qu'on peut voir tout en haut. Donc on peut s'adapter sur beaucoup de films différents. Donc pourquoi pas, on est ouvert à toute proposition. En attendant de revoir des caméras, Villarambert se retrouvera dans les salles de cinéma à partir du 23 août prochain.
Ouvert en 2001, le musée gallo-romain de Chana commençait à porter les stigmates du temps. La municipalité a donc entrepris depuis plusieurs mois d'importants travaux de modernisation. Le 8 juillet prochain, le musée rouvrira ainsi ses portes dans une nouvelle configuration. Précision sur place de Sébastien Germain. Il faut pour le moment encore beaucoup d'imagination, mais dans quelques semaines, le musée gallo-romain de Chana fera totalement peau neuve. Car après plus de 20 ans d'exploitation, le site touristique et patrimonial avait besoin d'un coup de frais pour plusieurs raisons. La nature de ces travaux, c'est de travailler d'abord sur le climat intérieur, parce qu'on a eu pas mal de soucis au niveau de l'humidité, du froid qu'il a pu y faire. Donc ça pose deux problèmes. Déjà pour les collections, pour la conservation des collections, ça pourrait abîmer les céramiques. Et puis ensuite, on avait cette question de l'accès au PMR qui n'existait pas avant au musée. Et donc ça a été retravaillé pour avoir toutes ces normes, que ce soit les élévateurs ou les espaces, pour pouvoir permettre l'accès des personnes à mobilité réduite. Ouvert en 2021, le musée gallo-romain de Chana est né de la découverte d'anciens objets lors de fouilles archéologiques menées à Portou, non loin de là, entre 1976 et 1987. Une cinquantaine de pièces y est donc exposée. Les céramiques qu'on a trouvées dans ces fouilles qui datent du premier quart du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on était quand même sur la fin de l'époque gallo-romaine, mais c'est attesté, on était bien sur un atelier de potiers gallo-romains et d'autres artisans qui se trouvaient donc à Portou, dans un hameau qui est à quelques mètres d'ici. Et grâce à l'acquisition d'une grange attenante, le musée pourra accueillir un nouvel espace d'exposition temporaire, confirmant ainsi son rôle emblématique pour la commune savoyarde. Le musée gallo-romain représente une richesse pour nous parce que, vous savez, dans les communes, et me concernant, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas rayer l'histoire. Et pour ne pas rayer l'histoire, il faut en reparler. Et ce musée était une occasion de reparler de l'histoire gallo-romaine et des potiers de Portou. Ces travaux de modernisation auront coûté au total plus de 536 000 €. Avec cette nouvelle configuration, le musée sera ouvert gratuitement toute l'année et il espère pouvoir accueillir de plus en plus de visiteurs, année après année. Conséquence, l'offre culturelle sera d'ailleurs renforcée à destination des jeunes notamment. La réouverture au public est prévue le 8 juillet prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez la suite des programmes. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme. Nous vous proposons ensuite une rediffusion de votre émission L'Aparté de la Rédac. Ce soir, vous pourrez donc revoir l'entretien de Sébastien Germain avec la toute nouvelle directrice de la scène nationale de Malraux à Chambéry. Je vous dis à demain pour un nouveau journal à 18 h. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.